Le fondement de la théorie, c'est la pratique. Mao Tse-tung. C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer. Albert Einstein. Bonjour à vous et bienvenue à cette deuxième unité de formation, pratique de quelques théories relatives à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques. Cette unité fait partie du troisième module, enseignement et apprentissage des mathématiques. Dans cette unité de formation, il sera principalement question de présenter et discuter des différentes théories relatives à l'enseignement des mathématiques. Avant toute chose, imaginez un professeur de mathématiques, un collègue en service dans un collège ou un lycée public ou privé du Cameroun, qui durant ses cours résout lui-même les exercices des notions enseignées, n'interroge pas ses élèves, ne s'occupe pas de savoir si ses élèves ont compris ou pas, s'occupe uniquement de son tableau, ne motive pas ses élèves à aimer les mathématiques. D'après vous, que pouvez-vous dire de sa méthode d'enseignement? Quelle est la place de ses élèves dans cette méthode d'enseignement? Comment seront les résultats des élèves d'un tel enseignant? Sa méthode d'enseignement est-elle efficace? Que pouvez-vous dire des théories d'enseignement et d'apprentissage appliquées par ce collègue? Comme vous l'avez pressenti, les questions précédentes questionnent les théories d'enseignement et d'apprentissage appliquées par cet enseignant en situation de classe. En tant qu'enseignant de mathématiques du terrain ou en formation initiale, il est possible que ce sujet ne soit pas une nouveauté pour vous. En effet, durant votre formation ou pendant un séminaire, vous avez sûrement été en contact avec cette notion. Toutefois, il est important de noter que c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche d'apprendre. C'est pourquoi je sollicite toute votre attention tout au long de cette unité de formation afin de revisiter ensemble les différentes théories liées à l'enseignement et à l'apprentissage, dans le but de questionner l'impact de celles-ci dans vos différentes pratiques de classe. Dans cette unité de formation, nous allons répondre principalement aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est apprendre? Qu'est-ce que c'est enseigner? Quelles sont les différentes théories d'enseignement et d'apprentissage auxquelles vous pouvez faire recours dans vos différentes pratiques de classe? Quelles sont les caractéristiques de ces différentes théories? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes théories? Y a-t-il une meilleure théorie d'enseignement et d'apprentissage? Ces différentes théories se valent-elles? Quelles sont les théories qui produisent les meilleurs résultats auprès de vos apprenants? Quelle approche pédagogique ces théories peuvent-elles produire? Avant de nous intéresser aux différentes théories d'enseignement et d'apprentissage que vous pouvez utiliser dans vos salles de classe en tant qu'enseignant de mathématiques, essayons ensemble de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est enseigner? Qu'est-ce que c'est apprendre? Enseigner. Enseigner, c'est aider l'élève à apprendre, à construire un savoir. En tant qu'enseignant de mathématiques, ce qui est essentiel pour vous avant, pendant et après tout enseignement, c'est de connaître avec laquelle des méthodes d'enseignement chacun de vos élèves apprend grâce à la différenciation. C'est de vérifier que chaque élève construit une juste compréhension ou une bonne représentation de la notion enseignée grâce aux différentes formes d'évaluation qui seront présentées pendant l'unité de formation 6 de ce module. Apprendre. La notion d'apprentissage peut être appréhendée de plusieurs manières en fonction de la théorie d'apprentissage en présence. Toutefois, de manière générale, apprendre, c'est construire un savoir que l'on va pouvoir réinvestir dans une situation spécifique. C'est pourquoi, pour qu'un élève apprenne les mathématiques, il est essentiel qu'il soit conscient de ce que l'on essaie de lui faire comprendre et pourquoi. Qu'il soit conscient également de comment il apprend et surtout qu'il ait
envie d'apprendre. Puisque la notion d'apprentissage varie en fonction de la théorie en présence, il est important pour un enseignant de mathématiques de maîtriser ces différentes théories ou pédagogies, surtout les avantages et inconvénients de chacune d'elles. Pour un meilleur enseignement des mathématiques, vous devez en tant qu'enseignant faire recours à plusieurs théories ou pédagogies relatives à l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Pendant la préparation de vos leçons de mathématiques, vous devez tenir compte des théories d'apprentissage que vous souhaitez appliquer durant la réalisation du cours. Il est important pour vous, en tant qu'enseignant de mathématiques, de mieux comprendre les différents choix pédagogiques possibles pour pouvoir faire un choix judicieux en fonction de chaque activité que vous avez planifiée. Dans la pratique des enseignants, on retrouve principalement l'influence des modèles pédagogiques suivants: la pédagogie transmissive, la pédagogie behavioriste, la pédagogie cognitiviste, la pédagogie constructiviste, la pédagogie socio-constructiviste. La pédagogie transmissive. La pédagogie transmissive privilégie la relation entre l'enseignant et le savoir. Dans cette pédagogie, l'enseignant est sacré et occupe la place d'un prophète ou d'un Dieu tout-puissant qui parle à l'élève ignorant, avide de connaissances. Le savoir est mis à la place de Dieu avec la même déification. L'élève est vierge de tout. Il est le disciple. Dans ce modèle, l'erreur ne peut venir que de l'élève. S'il y a une faute, il doit y avoir une sanction. Celui qui sait, l'enseignant, a autorité et rien à se reprocher. C'est le modèle du précepteur. Il n'y a aucune interaction entre élèves. Il suppose que l'élève peut parfaitement comprendre, expliquer et maîtriser un savoir, que l'élève est désireux de savoir, que l'élève ne remette pas en cause le modèle et accepte sa soumission. Ce modèle fonctionne et a fait ses preuves à l'époque. Mais pour qui? Dans quel cadre pouvez-vous l'utiliser aujourd'hui? Quels sont les avantages et inconvénients de la pédagogie transmissive? Avantages. La pédagogie transmissive offre les avantages suivants. Elle est très peu chronophage par rapport aux autres théories. Elle requiert peu de moyens pour la préparation des cours. Elle facilite la mise en œuvre des contenus des cours qui sont déjà disponibles dans les manuels scolaires. Les limites. Comme tout ce qui brille n'est pas, la pédagogie transmissive présente un ensemble d'inconvénients importants à garder en esprit. Elle amène l'enseignant à travailler en aveugle. Elle ne prend pas en considération les représentations des apprenants, leurs spécificités et suppose que tout le monde comprend les choses de la même manière. Ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Elle ne permet pas l'analyse des erreurs des élèves. Elle ne favorise pas d'interaction entre les élèves. La pédagogie behavioriste. Le modèle behavioriste met l'accent sur les différentes formes de conditionnement qui entraînent des modifications de comportement. Observation minutieuse des faits. Définition d'objectifs. Élaboration de parcours. Organisation séquentielle de l'apprentissage. Découpage en étapes d'apprentissage. Définition de prérequis. Vérification des acquis, évaluation diagnostic. Repérage du niveau de réussite de l'élève comme base de l'apprentissage. Ce qui compte dans le modèle behavioriste, c'est de réussir à faire et non pas de tout comprendre. La pédagogie behavioriste s'appuie sur l'expérimentation et la mesure scientifique. On veut des résultats. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'observe. On ne s'occupe donc que des comportements. D'où l'utilisation d'objectifs évaluables. D'objectifs très simples, car tout doit être observable. Les erreurs dans ce modèle peuvent venir d'une mauvaise définition de l'objectif par l'enseignant,
d'un objectif trop élevé. Si l'on ne s'occupe que des prérequis, on ne peut pas différencier. D'un nombre de répétitions insuffisant, manque d'entraînement, de l'absence de renforcement, importance du renforcement positif, de l'encouragement. Comme pour la pédagogie transmissive, la pédagogie behavioriste n'est pas parfaite. Elle possède des avantages aussi bien que des inconvénients. Comme avantage, la pédagogie behavioriste permet à l'enseignant d'être centré sur l'apprenant, car c'est ce dernier qui apprend, ce qui permet de favoriser son action. Elle rationalise également la construction de séquences d'enseignement, ainsi que l'élaboration d'évaluations. Elle favorise la mise en place d'une individualisation de l'enseignement, ce qui permet la mise en place de la différenciation. Elle place l'élève en situation de réussite. Elle est efficace pour l'acquisition d'automatisme. Comme limite, en appliquant la pédagogie behavioriste dans vos salles de classe, vous devez garder en esprit que la pédagogie behavioriste ne permet pas aux élèves de donner du sens aux connaissances à cause d'un manque ou d'une insuffisance d'informations pour une vision globale des connaissances. Dans la pédagogie behavioriste, on dénote un fort guidage de l'élève, empêchant celui-ci de prendre du recul par rapport aux connaissances. L'absence d'obstacles pour l'élève ne permet pas un bon transfert de connaissances. Quand on lâche la main de l'élève, il ne sait pas où et comment aller. Une somme de micro-objectifs ne garantit pas l'objectif général. La pédagogie cognitiviste. La pédagogie cognitiviste s'intéresse aux stratégies mentales et modes de résolution de problèmes mis en œuvre par l'apprenant. Ce modèle distingue différents types de connaissances. Les connaissances déclaratives, qui sont les savoirs donnés. Les connaissances procédurales, qui sont le savoir-faire. Les connaissances conditionnelles, relatives à la contextualisation. Et différents types de stratégies. Les stratégies d'énumération, mémorisation de listes, des stratégies d'élaboration, qui sont des liens entre les informations, des stratégies organisationnelles, qui sont la structuration de l'information, des stratégies de contrôle de la compréhension, métacognition, et des stratégies affectives. Ce modèle bénéficie de l'apport des neurosciences. On est dans la tête de l'élève. Différentes zones en action, connexion entre les hémisphères cérébraux, perception, mémoire, représentation, résolution de problèmes, mais aussi de la cybernétique et de l'informatique. L'apprentissage se conçoit comme un traitement de l'information. Toute information nécessite un traitement. Dans la pédagogie cognitiviste, apprendre, c'est traiter une information. C'est mettre un lien, faire des connexions. L'information sensible devient un message codé, acceptable par les neurones, qui sont des signaux électriques. Afin de tirer avantage de la pédagogie cognitiviste, il est important de garder en esprit ses avantages et surtout ses limites, afin de pouvoir les atténuer ou alors y apporter un remède. Comme avantage, la pédagogie cognitiviste est fondée sur l'appropriation graduelle et effective de stratégies mentales, qui sont des stratégies cognitives et métacognitives, et qui sont jugées nécessaires à une démarche structurée d'apprentissage. De plus, la pédagogie cognitiviste permet une bonne structuration des connaissances, ce qui facilite la rétention de l'information. Par exemple, les schémas ou graphiques présentés en début d'apprentissage facilitent la mise en relation et le codage des éléments qui feront l'objet de l'apprentissage ainsi que le lien avec les éléments déjà maîtrisés, disponibles dans la structure cognitive de l'individu. Comme limite, la théorie cognitiviste comporte toutefois une limite importante qui est liée au fait qu'un matériel bien structuré ne suffit pas pour assurer un apprentissage. Il faut aussi que l'élève ait le désir et la motivation d'apprendre.
La pédagogie constructiviste. La pédagogie constructiviste, énoncée par Piaget, repose sur une conception biologique de l'apprentissage. La capacité d'apprendre est liée au développement de l'enfant, car apprendre n'est pas la même chose à chaque âge. La construction de la pensée se fait par stades avec différents degrés d'abstraction. Dans le modèle constructiviste, il y a apprentissage lorsque l'obstacle apparaît. Cette rupture d'équilibre provoque un conflit de compréhension au niveau de l'élève qui doit s'accommoder via la modification de ses anciens schémas ou la création de nouveaux. L'enseignement vise à doter l'élève d'outils opératoires permettant d'envisager un autre point de vue que le sien. Vous devez, en tant qu'enseignant de mathématiques, construire des situations favorables à l'émergence de conflits socio-cognitifs. Comme toute chose tend à la perfection, sans jamais y prétendre. Quels sont les avantages et les limites de la pédagogie constructiviste? La pédagogie constructiviste pratiquée dans une salle de classe pendant une leçon de mathématiques offre de nombreux avantages. Elle permet de mettre l'apprenant au centre du processus éducatif à travers l'activation de son rôle, ce qui permet à l'apprenant de découvrir et de mettre en œuvre des activités d'apprentissage. Elle octroie également à l'apprenant la possibilité de discussion et de dialogue avec les autres apprenants ou avec l'enseignant. Elle encourage le travail en groupe et l'apprentissage collaboratif, ce qui aide les apprenants à développer l'esprit de coopération et de travailler en équipe. Elle a un impact positif sur la motivation à l'apprentissage des apprenants. Comme pour les théories d'apprentissage précédentes, la pédagogie constructiviste n'est pas parfaite. Voici quelques limites qu'il vous faut garder en esprit. Elle est très coûteuse en temps. Elle reste très limitée pour comprendre les difficultés et les erreurs, ce qui diminue également les moyens d'y remédier. Elle ne rend pas compte du traitement des situations spécifiques par les apprenants. Elle ne favorise pas l'inclusion. En effet, son style d'apprentissage automotivé n'est pas propice dans toutes les classes sociales ou des personnes possédant un certain handicap. Elle se heurte également à l'expérience de l'élève par rapport à son environnement. C'est pourquoi, au niveau des élèves, les anciennes représentations sont maintenues, puisque dans la vie courante, elles fonctionnent. D'ailleurs, un individu maintient sa représentation sur un sujet ou un objet tant et aussi longtemps qu'il n'a pas de problème avec cette conception. Elle ne prend pas en compte le milieu dans lequel évolue l'individu. Enfin, elle nécessite un haut niveau de compétence de l'enseignant ou formateur, autant pour la conception de la situation didactique que pour la gestion des relations et de la communication. La pédagogie socio-constructiviste. La pédagogie socio-constructive a été élaborée par Vygotsky. Pour elle, l'apprentissage est un fait social. Les activités réalisées en collaboration et l'imitation des pairs et de l'enseignant favorisent le développement cognitif. La médiation permet de passer de ce que l'enfant sait faire à ce que l'enfant ne sait pas faire. Dans la pédagogie socio-constructiviste, l'enseignant doit permettre à l'élève de réussir en collaboration, ce qu'il sera capable de réussir demain tout seul. Ainsi, l'enseignant permet de stimuler les activités sans se substituer à l'élève. De façon générale, l'interaction entre pairs est fondamentale. C'est dans la pédagogie de l'interaction, du travail de groupe. L'enseignant doit mettre en place un dispositif qui permette à chacun de progresser dans un groupe hétérogène. Il est accompagnateur, médiateur et apporte la guidance dans la salle de classe. Comme pour les modèles d'apprentissage précédents, la pédagogie socio-constructiviste
possède de nombreux avantages et certaines limites importantes à garder en esprit. Comme avantage, la pédagogie socio-constructiviste permet de prendre en compte les connaissances initiales de l'élève. Elle permet à l'apprenant de questionner le sens des savoirs. Permet également à l'apprenant de s'adapter à son environnement, ce qui permet une bonne socialisation de celui-ci. Enfin, le statut de l'erreur est différent. On part du principe qu'il n'y a que ceux qui n'apprennent pas qui ne commettent pas d'erreur. Comme limite, il faut noter que tous les concepts ne peuvent pas être enseignés sous la forme de situation-problème. Si un apprenant trouve la réponse, ça ne veut pas dire que tous les autres ont compris, même au sein de son groupe. Enfin, la gestion de la classe est complexe, surtout lorsque l'effectif devient important. Afin de passer les théories pédagogiques à la pratique, des approches pédagogiques ont été mises en œuvre pour l'opérationnalisation de celles-ci dans les salles de classe. Il s'agit entre autres de l'approche par objectif, APO, influencée par la pédagogie behavioriste, et l'approche par compétence, APC, influencée par le modèle constructiviste et socio-constructiviste. Cette dernière constitue d'ailleurs la meilleure approche pédagogique en vigueur dans les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun. Approche par objectif. La pédagogie par objectif se fonde sur les descriptions de comportements que doivent développer les apprenants face à des contextes disciplinaires précis. Des contenus complexes sont progressivement réduits en unités de plus en plus simples de contenu d'enseignement. De façon générale, les caractéristiques de l'approche par objectif sont les suivantes. Apprentissage morcelé en cours indépendants les uns des autres. Enseignement transmissif. Et enfin, un apprentissage basé sur la mémorisation. Approche par compétence. Tandis que l'APO se focalise sur les objectifs à atteindre, l'APC situe quant à elle la personne en référence à une classe de situation. Dans cette perspective, l'organisation des programmes se fait sur la base d'une identification de ce qu'une personne doit faire pour devenir compétente dans cette situation. De façon succincte, les caractéristiques de l'APC sont les suivantes. Centré sur l'apprenant, apprentissage intégré, cohérence de l'ensemble du programme. Enseignement actif et interactif. Apprentissage actif et de haut niveau cognitif. Il existe plusieurs théories ou modèles d'apprentissage. Chaque modèle dispose d'une logique et d'une cohérence propre. Il n'existe pas de meilleure théorie d'apprentissage. Chacune possède des avantages et des inconvénients. Cependant, pour être capable de faire un choix, il est nécessaire de maîtriser chaque théorie et de connaître les caractéristiques de chacune d'elles. En tant qu'enseignant de mathématiques, il vous incombe de faire varier la pédagogie utilisée en fonction des activités à mener dans sa salle de classe. Ces différentes théories s'opérationnalisent au travers de plusieurs approches pédagogiques, notamment l'approche par objectif et l'approche par compétence. Cette dernière constitue la nouvelle approche pédagogique en vigueur dans l'enseignement secondaire au Cameroun. Il est difficile de faire une synthèse détaillée dans une seule unité de formation de toutes ces théories et approches pédagogiques. C'est pourquoi nous vous invitons à compléter le contenu de cette vidéo à travers les compléments de cours et notamment les ressources bibliographiques y relatives. Comme vous le savez, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions sur le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP via le lien suivant.
afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite. Et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.